Donc, excusez-moi, j'avais reçu un appel. Je suis vraiment désolée pour cela. On était au niveau des lecteurs tests. Je disais tantôt que les lecteurs tests sont très, très importants. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui vont vous apporter, qui vont contribuer à l'enrichissement de votre manuscrit. Chaque lecteur test qui va vous lire, va vous faire un retour. Et il va vous apporter quelque chose de plus que vous n'aviez pas mentionné dans votre manuscrit. Donc, ayez confiance en vos lecteurs tests et écoutez attentivement, prenez en compte ce qu'ils vont vous dire. Voilà donc, il y a le choix des personnages aussi. Les personnages, vous savez, dans un livre, il y a autant de personnages selon comment dirais-je, la richesse, le thème que vous choisissez pour écrire. Il y a autant de personnages. Mais nous retenons souvent le personnage principal. C'est cette personne qui vit du début de l'histoire jusqu'à la fin. Il y a les personnages secondaires qui interviennent, qui apparaissent, qui disparaissent. Mais il y a parfois aussi des personnages tertiaires qui jouent un rôle et qui disparaissent pour toujours. Donc, il faut savoir choisir ces personnages. A priori, choisissez une personne que vous connaissez très bien, que vous pouvez décrire, que vous pouvez écrire ses goûts, son mode de vie, et puis voilà, ses tics, ses forces, ses faiblesses, ses qualités et ses défauts. Donc, choisissez une personne que vous connaissez bien et faites passer cette personne pour votre personnage principal. Pourquoi? Parce que vous devez être à la hauteur de le décrire, disons. Et si un journaliste, par exemple, vous tendez le micro et vous posez des questions sur votre livre, vous devez absolument pouvoir vous défendre et bien expliquer qui sont vos personnages principaux. Vous devez être dans la peau de vos personnages. Voilà donc le choix des personnages. Le choix est très très important, disons. Il y a un autre point aussi qu'on appelle l'adversité. Je vais vous expliquer plus tard dans mes prochaines vidéos l'adversité. D'ailleurs, c'est un point qui est très très important. Il faudrait pas que votre personnage principal soit une personne faible et qui n'a que des défauts. Choisissez comme personnage principal une personne qui a des qualités, qui est forte, qui sait remonter les obstacles, qui peut relever des défis. Donc, le choix du personnage, surtout principal, est très, très important parce que c'est cette personne qui tient le fil de l'histoire, qui est là, qui vit, disons, tous les échecs et qui, à la fin, arrive à relever le défi et à être le porteur du flambeau de votre manuscrit. Donc, choisissez un personnage principal qui est vraiment plein de qualités. Il y a un autre sujet, comment dirais-je, qui est important aussi, l'alternance des formes. Je vais plus tard expliquer c'est quoi l'alternance des formes. Vous savez, lorsque vous écrivez un manuscrit, vous n'allez pas, disons, vous changez les verbes. Vous évoluez avec le sujet, avec les personnages, avec l'histoire. Les personnages, disons, évoluent avec l'histoire. Donc, il faudrait alterner les formes. Il faudrait que les personnages évoluent avec votre histoire. Donc, l'alternance des formes est très, très importante. Il y a la transmission du savoir aussi. Je l'ai dit un peu en haut que la fonction principale du livre, vous ne devez pas l'oublier, c'est de transmettre le savoir. Lorsque vous lisez un livre du début jusqu'à la fin et que vous n'apprenez absolument rien, vous allez vite oublier l'auteur parce que c'est quelqu'un qui ne va pas vous marquer. Il faudrait que l'histoire vous serve de leçon, il faudrait qu'elle vous forme, il faudrait que vous appreniez un mot ou quelques mots de l'auteur. Il faut aussi aller voir sur place. Vous savez, on ne peut décrire un endroit que lorsqu'on le connaît. Et souvent, lorsqu'on l'a déjà visité. C'est comme si vous parlez d'un métier que vous n'avez jamais appris. Quelle que soit votre connaissance de la chose, la personne qui l'a vécu peut mieux vous parler de quoi exactement il s'agit. Donc, si vous avez des doutes sur ce que vous faites, vous décrivez les lieux
allez les voir. Allez les voir, observez dans les plus petits détails afin que vous soyez à la hauteur de vous défendre et de vous défendre surtout, de défendre votre personnage, vos personnages plutôt, devant les médias. Pourquoi? Dites-vous que vous êtes le protecteur des personnes que vous choisissez dans vos livres. C'est vous qui parlez à leur place, c'est vous qui agissez à leur place, ou plutôt c'est vous qui leur attribuez des fonctions. C'est des personnes qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas se défendre. Donc, vous êtes une sorte de porte-voix, de porte-flambeau. Vous êtes la voix de vos personnages que vous choisissez dans vos livres. Donc, vous devez pouvoir leur faire parler. Donc, vous devez connaître les lieux que vous écrivez, que vous décrivez dans votre livre. Moi, je me rappelle bien, pendant les vacances, c'était pendant les vacances, après une forte pluie, on a visité un endroit très très idéal, un endroit que j'aime beaucoup, c'est un lieu très sablonneux. Et c'est quelque chose qui m'a marqué jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que quand nous sommes arrivés, on a vu des traces de pneus d'une moto sur le sable mouillé après une forte pluie. Et c'est une image qui est restée ancrée dans ma mémoire et que je n'ai pas hésité à mentionner dans mon premier livre. Donc, vous devez connaître le lieu ou les lieux que vous décrivez dans votre livre. Allez voir sur place. Lorsque vous voyez la place, vous pouvez mieux la décrire. Il y a un autre point aussi que nous allons aborder, c'est avoir la volonté d'être compris par tous. Vous savez, lorsque vous écrivez un livre et que vous êtes la seule personne à le comprendre, comme je le disais tantôt, vous n'aurez pas rempli votre contrat, vous n'aurez pas respecté votre contrat envers vos lecteurs. Pourquoi? Parce que vous ne serez pas là devant tout ce beau monde à vous expliquer, à expliquer ce qu'ils n'ont pas saisi, ce qu'ils n'ont pas compris, à leur dire voilà ce que je voulais dire. Non. Les gens qui vous lisent, les gens qui nous lisent, c'est des gens souvent qui nous connaissent, mais nous ne les connaissons pas. Donc c'est un peu, nous sommes un peu comme des loups devant eux. Tout le monde nous connaît, mais nous ne connaissons personne. Et les gens ne pourront vous juger qu'à travers ce que vous écrivez. Si vous faites de la mauvaise littérature, quel que soit votre niveau de compétence, les gens diront que vous êtes une personne nulle. Donc, écrivez quelque chose que vous-même vous comprenez, mais dans votre écriture, dans les étapes, dans la façon de décrire les choses, il faudrait que ceux qui vous, ceux qui vous lisent sachent qu'est-ce que vous voulez dire. Parce qu'ils ne seront pas là toujours à courir derrière vous et à vous poser des questions sur ce que vous-même vous n'êtes pas arrivé à expliquer dans votre livre. Donc, écrivez quelque chose, ayez la volonté de vous comprendre vous-même, mais aussi de se faire comprendre par les autres. Un autre point encore, c'est se plaire à soi-même. Choisissez un thème que vous aimez, que vous maîtrisez et que vous aimez vraiment. Pourquoi? Parce que lorsque vous abordez un sujet que vous n'aimez pas, vous imaginez si vous n'aimez pas ce que vous-même vous faites, qui d'autre pourrait aimer ce que vous faites? Non, absolument pas. Pourquoi? Nous devons être d'abord la première personne à aimer ce que nous faisons. Ensuite, de cette sorte, plutôt, vous pourrez convaincre les autres à aimer ce que vous faites. Donc, écrivez une histoire que vous aimez, même si vous n'aimez pas le sujet, mais l'histoire que vous écrivez, soyez en mesure de la maîtriser et de l'aimer. L'autre point aussi, c'est l'initiation des personnages. On va revenir sur tout ce que je vais revenir sur tout ce que je viens de dire ici. L'initiation des personnages, je vais plus tard expliquer comment choisir un personnage. Comment choisir ces personnages. Comment choisir son personnage principal? C'est la personne qui tient, vous savez, c'est la personne qui tient le fil de l'histoire. C'est cette personne qui sera là du début jusqu'à la fin. Donc, c'est une personne qui doit être pleine de qualités. C'est une personne que vous devez vraiment connaître. Le personnage principal est très très important dans un livre.
Pourquoi? Parce que c'est lui l'élément principal. En matière de littérature, on l'appelle personnage principal. Dans les films, on les appelle comment dirais-je, on l'appelle l'acteur. Vous savez, lorsque l'acteur est faible, on peut comprendre au début qu'il soit faible, mais il doit être fort à la fin de l'histoire. Donc, l'équivalent en littérature, on appelle ça personnage principal. Choisissez un personnage principal, une personne que vous connaissez, qui a ses qualités, même si c'est un personnage qui joue un mauvais rôle dans votre roman, mais il faudrait que ce personnage soit fort dans ce qu'il fait. Même si c'est un sorcier, il doit être un vrai sorcier. En tout cas, il doit avoir plein de qualités dans le rôle qu'il joue. Donc, le choix des personnages est très, très important. Et nous allons plus tard revenir dans les détails. Il faut aussi faire des plans. Vous savez, lorsque vous écrivez un livre, le plan est très important. Tout projet a besoin d'une planification. Donc, avant de commencer, vous allez choisir vos personnages, vous allez choisir le thème, vous allez choisir le rôle que chaque personne joue dans le livre, dans votre roman. Donc, c'est ce qu'on appelle faire des plans. L'initiation aussi des personnages. L'initiation des personnages, c'est quoi? L'initiation des personnages, c'est le rôle que vous attribuez à chaque personne dans votre livre. Le personnage principal, comme je l'ai tantôt répété à plusieurs fois et je ne me lâcherai jamais de le répéter, ce personnage doit être plein de qualités. Il doit être fort. Il doit être fort dans ce qu'il fait. S'il est sorcier, il doit vraiment être un meilleur sorcier. S'il est, savant, il doit être un grand inventeur. Il doit être une personne intelligente, forte dans ce qu'il fait. Une personne intelligente, forte dans ce qu'elle fait, je veux dire plutôt, excusez-moi. Donc, l'initiation des personnages est très, très importante. Il faudra que l'auteur sache comment attribuer le rôle à chaque personne. Donc, il y a aussi les portes ouvertes et les portes fermées. C'est quoi les portes ouvertes? Je vais plus tard vous expliquer c'est quoi les portes ouvertes. C'est un peu compliqué, mais vous verrez. Je vais vous expliquer cela de façon très, très explicite plus tard pour que vous sachiez c'est quoi porte ouverte, porte fermée. Les portes ouvertes dans un roman. Disons que dans un roman, au début, l'auteur nous parle d'une personne voilée qui a volé les œufs du voisin. Au début, on ne savait pas qui était, mais vers la fin, l'auteur a le devoir de nous dévoiler cette personne au risque qu'on finisse de lire le livre et qu'on ne sache pas qui était cette personne. Parce que lorsque la personne n'est pas dévoilée, c'est comme si c'était énigmatique. On n'a rien compris, on n'aura rien compris du livre. Il faudrait que cette personne qui était voilée au début, qui était anonyme, qu'on ne connaissait pas, soit expliquée avant la fin du livre ou à la fin du livre. C'est ce qu'on appelle, c'est ce personnage qu'on appelle porte fermée. Maintenant, il y a les portes ouvertes. Les portes ouvertes, c'est cette personne qu'on connaissait au début, mais qui n'avait pas un rôle important. À la fin, il faudrait qu'on explique au lecteur quel est le rôle que cette personne a joué. Il faudrait que tous les secrets soient dévoilés et qu'on sache qui a fait telle chose, quel acteur a joué tel rôle. Donc, je reviendrai plus tard vous expliquer de façon plus explicite c'est quoi les portes ouvertes, c'est quoi les portes fermées. Maintenant que vous avez fini d'écrire votre livre, la dernière étape, c'est l'envoi chez les éditeurs. Disons que vous avez créé votre histoire, vous l'avez écrite, vous avez soumis le manuscrit à des lecteurs tests, vous avez fait la lecture à haute voix, vous avez trouvé un coach, un maître d'écriture, et puis vous avez trouvé des lecteurs critiques après avoir tenu compte de toutes les critiques que ces personnes vous ont faites. Maintenant, vous vous dites que votre texte, votre manuscrit est parfait. La dernière étape à faire, c'est de l'envoyer chez l'éditeur. L'envoi chez l'éditeur, je reviendrai dans mes prochaines vidéos
pour vous expliquer quel modèle de texte envoyer à tel éditeur. Vous savez, lorsque vous faites par exemple de la poésie, vous n'allez pas envoyer ça chez les grands éditeurs de la grande littérature. Il faudrait que vous sachiez quel modèle de livre envoyer chez tel éditeur. Donc, je reviendrai encore sur ça. Comme je vous le disais au début, c'est juste la présentation de ma chaîne que je fais aujourd'hui. L'envoi aux éditeurs aussi est très, très important. Pourquoi? Parce que si vous écrivez le texte, le manuscrit, vous voulez être édité et ce n'est pas vous-même qui allez faire votre édition, vous allez l'envoyer chez les éditeurs. Lorsque vous envoyez un manuscrit chez les éditeurs, je vous informe si vous n'êtes pas encore informé, les maisons d'édition reçoivent des centaines, voire des milliers de manuscrits par jour selon leur importance, leur grandeur. Donc, il y a des gens dans les maisons d'édition qu'on appelle des lecteurs, comme les lecteurs tests que je vous ai dit tout à l'heure. Eux aussi, on appelle des lecteurs. C'est des lecteurs qui vont vous lire, qui vont critiquer votre manuscrit. Il y a aussi des professeurs de français ou des contractuels ou des professionnels dans les maisons d'édition toujours qui vont lire votre texte, votre manuscrit et faire des critiques. Je le répète encore, les critiques, ce n'est pas seulement faire sortir le côté négatif de la chose. Il y a les critiques qui sont positives. Ces personnes vont vous lire et faire une fiche. Si votre manuscrit est acceptable, et c'est très très rare pour une personne qui vient à peine de commencer, que son manuscrit soit accepté au premier coup, à la première demande. Mais si vous avez la chance que votre manuscrit soit retenu pour la première fois que vous le déposez chez l'éditeur, c'est que vous avez vraiment la chance, vous allez signer quelque chose qu'on appelle contrat d'édition. Le contrat d'édition, c'est le contrat dans lequel vous verrez les détails avec, votre éditeur, le prix à payer, qui seront vos ayants droit et quels sont les bénéfices que vous allez récolter lorsque vous faites éditer par cette maison d'édition. Disons donc, c'est l'ensemble, les détails et tout, disons, qui va vous lier, vous et votre éditeur. Maintenant, si vous n'avez pas la chance d'être retenu à la première demande, ne désespérez pas. Parce que souvent, lorsque vous déposez un premier manuscrit pour une personne qui vient de commencer à écrire, il y a peu de chances que vous soyez du coup retenu. On va souvent vous refuser. Mais dites-vous que ce n'est pas la fin. C'est juste qu'ils vont faire une lecture, ils vont critiquer et vous donner, des suggestions. Moi, je vous conseille de respecter les suggestions qu'on va vous faire. Excusez-moi. Pourquoi? Parce que ce sont des suggestions qui vont vous apporter, qui vont vous aider à améliorer votre manuscrit. Donc, tenez compte des suggestions qu'ils vont vous faire et reprenez votre texte, rafistolez-le comme je le disais tantôt, rafistolez-le, corrigez votre texte et renvoyez-le encore. Autant de fois qu'on vous renvoie un texte, les éditeurs ne vont pas vous renvoyer un texte, vous refusez un texte sans vous dire les motifs. Ils vont toujours mentionner le motif. C'est comme si vous demandez un visa à l'ambassade. Lorsqu'on vous refuse le visa, on coche toujours une partie, ils vont vous dire, on coche la partie qui fait que la cause pour laquelle on vous a refusé le visa. C'est la même chose chez les éditeurs. Ils vont vous dire pourquoi on vous a refusé. Dites-vous que vous avez la chance. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un moyen de recommencer et de renvoyer encore votre texte. Il vous suffira juste de tenir compte des suggestions faites par votre éditeur et renvoyer encore le texte. Si vous le renvoyez au même éditeur d'ailleurs, moi je vous dis que vous aurez encore plus de chances d'être retenu. Pourquoi? Parce il se trouve qu'il y a eu auparavant déjà un premier contact avec le même éditeur et donc il va vous reconnaître et puisque c'est lui-même qui vous a dit voilà les suggestions qu'on vous fait, si vous tenez compte de ces suggestions, absolument ils vont vous accepter et donc vous aurez la chance d'être édité. Mais un dernier point qui n'a rien à voir avec les éditeurs que je vais mentionner ici, là c'est un conseil que moi je vous donne personnellement.
Lorsque toutes les maisons d'édition vous refusent et que vous, soit il y a une chose, soit votre manuscrit n'est absolument pas du tout bon, soit vous n'avez pas tenu compte des suggestions faites par votre éditeur. Ce sont les deux raisons qui font qu'on vous refuse souvent l'édition. Soit votre manuscrit n'est pas du tout bon, ne répond pas aux normes, ne répond pas au canevas d'un écrivain, là on ne vous édite pas. Ou encore, vous n'avez pas tenu compte des suggestions qu'on vous a faites. Un éditeur ne vous refuse jamais sans expliquer les raisons. Donc reprenez votre manuscrit et tenez compte des suggestions faites. D'ailleurs, lorsque vous tenez compte des suggestions faites, vous aurez encore évolué en maturité. Pourquoi? Du début de votre écriture, avec tous les lecteurs tests, avec la lecture à haute voix, avec les critiques, vos amis, votre entourage, la lecture à haute voix, plus les suggestions faites par votre éditeur, ça vous rend mature davantage, ça vous perfectionne davantage et vous gagnez en expérience. Donc, vous avez plus de chances encore d'être accepté en mettant en valeur tous ces éléments que je viens de vous citer. Vous aurez plus de chances d'être accepté et d'être édité. Mais si vous ne tenez pas compte de toutes ces suggestions et que vous tenez coûte que coûte à vous faire éditer juste parce que vous voulez avoir le titre d'écrivain, moi personnellement, je vous déconseille de le faire. Pourquoi? Peut-être que vous allez tomber sur un éditeur stupide, peu connu, qui ne va pas vous faire la promotion de votre livre. Vous allez vous faire éditer et vous allez vous retrouver avec des centaines ou des milliers de vos livres dans votre chambre avec personne qui va vous lire. Personne ne va vous lire. Personne ne va vous faire un retour et comme ça, vous aurez brisé votre rêve d'écrivain. Pourquoi? Parce que vous serez seul face à une tonne de livres que personne ne voudra lire. Vous serez face à une tonne de livres que personne ne voudra toucher et vous allez peut-être finalement, pour libérer votre chambre ou votre bibliothèque, commencer à distribuer vos livres aux gens et à les prier à vous lire. Et vous savez, comme ça, si vous le faites ainsi, c'est comme si vous étiez en train de briser votre rêve d'écrivain. Alors que si vous avez un rêve, vous devez le poursuivre jusqu'au bout. Les gens vont accepter vos livres peut-être juste pour vous faire plaisir, pour ne pas vous fâcher, et personne ne va vous lire. Et si personne ne vous lit, disons que vous n'aurez plus le goût de continuer votre chemin. Vous n'aurez plus le goût d'écrire un second livre parce que vous n'aurez acquis aucune expérience, vous n'aurez acquis aucune maturité, tout simplement parce que personne ne va vous faire un retour. Peut-être que vous allez entamer un autre livre, mais vous serez un écrivain, comment dirais-je, disons, je vais pas dire dans l'ombre, mais dans l'obscurité. Personne ne vous connaîtra en tant qu'écrivain. Ils vont juste vous